Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous super bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous présenter ma pioche à lire du mois de mai. Et qui dit mois de mai dit mois de la fantaisie. Le mois de la fantaisie est mené depuis quelques années par Piketty Bookin. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'elle a créé ce challenge. Et je crois que c'est la première fois que je participe et je me suis décidée parce qu'en ce moment, j'ai très envie de lire ce genre littéraire et je me suis dit que c'était peut-être la bonne occasion pour faire baisser ma pile à lire dans ce genre. J'ai aussi très envie de lire du thriller, du roman policier, donc je navigue un petit peu dans ces deux genres-là en ce moment. Et voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis dit c'est peut-être l'occasion de vider un petit peu ma palle et de sortir certains titres qui traînent là depuis un moment ou pas et de faire de l'avance à ce niveau-là. Il y a 8 catégories pour ce challenge de la fantaisie, le mois de la fantaisie. Je crois que c'est pas les mêmes que l'année passée, d'après ce que j'ai pu comprendre. Elle a un peu simplifié à nouveau le challenge au niveau des catégories, d'après ce que j'ai compris. Et on démarre tout de suite. Cette première catégorie s'appelle magie et sorcellerie. Et là, j'y ai glissé deux titres avec le lien des deux, en fait, sorcellerie et magie. Le premier, c'est La petite boutique des sortilèges, paru chez Brajlon, écrit par Sarah Beth Durst. C'est un livre qui est arrivé il y a très peu de temps dans ma pile à lire. C'est de la cozy fantasy et on va être avec une protagoniste qui s'appelle Kiela, qui est de nature très solitaire et elle a comme travail, elle est bibliothécaire. Ça lui permet de vivre en recluse parmi les livres de sortilèges les plus précieux de l'Empire. Mais voilà qu'un jour, cette bibliothèque va partir en fumée. Et elle va se rendre compte, suite à ça, je ne sais pas exactement comment, évidemment, je n'ai pas encore lu le livre, que le royaume est un peu à l'abandon. Et elle l'a comme mission, elle se donne comme mission, elle a trouvé une solution en ouvrant une sortilègerie secrète. Son plan n'est pas sans danger, car partager la magie avec les gens du peuple est passible de mort. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, ça a l'air tout chou, tout doux, c'est de la cozy fantasy, j'en ai jamais lu jusqu'à maintenant. Donc voilà, je me lance un petit peu dans ce sous-genre de la fantasy, j'espère que ça va me plaire. Le deuxième titre, c'est encore de la cozy fantasy, arrivé il n'y a vraiment pas longtemps dans ma palle. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires qui a été publié chez Lumen, écrit par Sangu Mandana. Et qu'est-ce que ça nous dit? Franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Et on va être avec Mika Moon qui a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles: cacher sa magie, faire profil bas et rester à l'écart des autres sorcières. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Voilà, je ne vais pas lire la suite, je vais me réserver la surprise. Est-ce qu'il y a des illustrations? Non, il n'y a pas d'illustration de celui-là. Il est trop beau, vraiment, je trouve la couverture très jolie. Hein, et une fois de plus, voilà, j'espère que ça va me plaire. Il n'est pas trop long, ouais, quoique plus de 380 pages, mais bon. C'est assez aéré, ça devrait se lire assez facilement, c'est écrit assez gros. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce titre et si vous avez aimé ou s'il vous tente. On reste dans la cozy fantasy puisque le deuxième menu de ce challenge, le titre est Cozy Fantasy ou Quête. Et pour cela, j'ai à nouveau glissé un livre que j'ai dans ma palle depuis pas longtemps du tout, que vous avez très certainement vu passer si vous lisez ce genre littéraire. Il s'agit de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, que j'ai acheté en format poche, puisqu'il est sorti en poche, de Heather Fawcett.
j'espère que ça se prononce comme ça. Et j'y vais un peu reculant, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai vu passer des avis pas très bons concernant le style d'écriture. Il paraît que c'est pas bien écrit du tout. Donc voilà, j'ai quand même envie de me faire ma petite idée là-dessus. Parce que je suis quelqu'un d'un peu pointilleuse. Au niveau du style, notamment dans les tournures de phrases, il faut que ça chante. Enfin, je veux dire, je sais pas comment expliquer. J'aime quand le texte est bien écrit quand même. Voilà. Il n'y a pas besoin que ça soit de la grande littérature avec des mots compliqués, des trucs, voilà, beaucoup de fioritures. Mais les tournures de phrases doivent être bien faites. Sinon, moi, ça me freine. On va être ici avec Emily Wilde, qui est douée dans bien des domaines. Universitaire hors pair et experte mondiale en dryadologie, elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Lorsqu'elle débarque dans le village nordique d'Arafsnesvik, alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce, pour y étudier les récluses, les faits les plus rares du monde, Emily n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Bumblebee, venu l'aider dans ses recherches. Ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable. Je vais m'arrêter là. Je vous ai déjà lu, je crois, ce résumé lors d'un book haul. Donc voilà. Je vous redonnerai des nouvelles. Alors, l'encyclopédie d'Emily Wilde, c'est plutôt pour le cozy fantasy dans l'intitulé du menu. Et pour la quête, je me suis prévu L'ombre du savoir perdu de James Islington, qui est un premier tome paru aux éditions Léa. C'est une trilogie et c'est une trilogie qui me tente depuis des lustres. Et là, j'ai emprunté le premier tome à la bibliothèque et j'espère que ça va me plaire. Alors celui-là, il va demander un petit peu plus de temps puisqu'il fait presque 650 pages et c'est écrit vraiment pas très très gros. Et on va être dans 20 ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre. Les augures, autrefois considérés comme des dieux devenus dictateurs, ont été renversés et anéantis, leur pouvoir mystérieux disparu. Leurs représentants, hommes et femmes dotés d'une capacité moindre, les talentés, n'ont évité le sort des augures qu'en se soumettant au pacte qui les lie à 4 préceptes, les marquent de manière indélébile et protègent les humains. Davian, élève des talentés, en subit les conséquences. Méprisé au-delà des murs de l'école, il est condamné à apprendre, à contrôler son don. Mais Davian craint les terribles conséquences d'un échec aux redoutées épreuves. Il ne parvient pas à maîtriser l'essence nécessaire à l'examen. Fuyant l'école et les épreuves en compagnie de son mystérieux ami Weir, Davian va se découvrir des pouvoirs oubliés et déclencher une série d'événements qui vont bouleverser les terres d'Andara et au-delà. Au nord, un ancien ennemi que l'on croyait vaincu se réveille. Et à l'ouest, un jeune homme dont le destin est lié à celui de Davian reprend connaissance dans la forêt, couvert de sang et sans aucun souvenir. Donc je pense qu'on va être sur une quête et ça va coller avec le menu. J'espère aimer parce que vraiment il est long. Et ça m'embêterait de lire un si gros livre pour ne pas aimer. Mais une fois de plus, si vous avez lu certains de ces titres, n'hésitez pas à venir en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, sans spoil bien évidemment. J'aimerais bien avoir votre avis sur ces titres-là. Alors, le troisième menu nous dit « Créatures fantastiques » ou « Anthropomorphisme ». Je ne suis pas sûre que ça se dit comme ça. Et là, je me suis un peu creusé la tête parce que c'est vrai que j'ai pas énormément de titres dans ma palle avec des créatures fantastiques. C'est vrai qu'en fantasy, je suis plus attirée vers tout ce qui est un peu pouvoir et tout ça. Mais il y a une créature fantastique qui me fascine depuis toujours et que j'aime bien. Et ça fait longtemps que je ne lis plus de livres avec cette représentation-là. Et c'est évidemment le vampire.
Et j'ai dans ma pile à lire quelques titres, voilà, de Bitlit. Et là, j'ai décidé de me challenger, vraiment, parce qu'il est énorme, et d'essayer de sortir de cette pile à lire L'Empire du Vampire, qui est le premier tome d'une, je ne sais pas si combien de tomes sont prévus, je crois qu'il y en a que 2 qui sont parus jusqu'à maintenant, il me semble, dites-moi si je me trompe, hein, si vous le savez et je me trompe. Et il fait presque 950 pages, le bébé, donc voilà. C'est de Jai Christophe. Moi, je l'ai en édition de poche et je l'ai également dans ma liseuse. Parce que comme il est très gros, c'est pas écrit... Ouais, ça va. C'est pas écrit non plus super petit, mais il est vraiment très gros. Voilà, je me l'étais téléchargé sur ma liseuse pour que ça soit plus confortable si je suis en transport ou sur terrasse ou comme ça. Pour que ça soit plus confortable pour moi pour lire. Donc, un livre qui m'intrigue beaucoup, je crois qu'il y a quand même pas mal de violence, en tout cas dans ce premier tome. Et ça dit, pendant près de 3 décennies, les vampires ont fait la guerre à l'humanité, construisant peu à peu leur empire éternel. Aujourd'hui, seules quelques étincelles de lumière subsistent dans une mer de ténèbres. Je ne vous lis pas tout le résumé, mais voilà, ça peut être super sympa. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Celui-là, il me fait très envie depuis sa parution et il est toujours là à traîner dans ma palle. Quatrième catégorie, c'est uchronie, dystopie ou post-apocalyptique. Et pour cette catégorie, j'ai mis un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, que j'ai beaucoup vu passer et qui m'intriguait. Il s'agit de Viendra le temps du feu. Ça a été écrit par Wendy Delorme et ça a été publié chez Cambou. Je connais pas du tout cette maison d'édition. C'est Cambou. Édition Cambourakis. Voilà. C'est un livre qui est paru en 2021, donc c'est plus voilà, ça date pas d'aujourd'hui. Et on va être avec une, je crois, une dystopie. Elles étaient toutes brisées et pourtant incassables. Elles existaient ensemble comme un tout solidaire, un orchestre puissant. Les organes noués en ordre aléatoire, un grand corps frémissant, et j'étais l'une d'entre elles. Une société totalitaire aux frontières closes, bordée par un fleuve. Sur l'autre rive subsistent les vestiges d'une communauté de résistantes inspirée des guerrières de Monique Witting. Je ne sais pas qui est cette dame, je ferai des recherches. Dans la capitale du territoire fermé, divers personnages se racontent leurs aspirations, leurs souvenirs, comment survivre, se cacher et se faufiler dans un monde où les livres sont interdits. Une dystopie, voilà, une dystopie où se reflètent les crises que nous traversons aujourd'hui. Un roman choral poétique et incandescent où l'on parle d'émancipation des corps, d'esprit, de révolte et de sororité. Un hommage à la littérature et à son potentiel émancipateur et subversif. Donc voilà, il m'intrigue beaucoup. Par contre, celui-là, il n'est pas très long, il fait pas 300 pages. J'espère que j'aurai le temps de le lire. J'ai également glissé un deuxième titre dans cette catégorie pour ce challenge et il s'agit d'une uchronie qui est une suite d'un premier tome que j'avais adoré. Et vraiment, quand j'ai vu que le deuxième tome était paru, je me suis jetée dessus, mais je ne l'ai toujours pas lu. Et il s'agit de Liberté oblige de Maïwen Alix, qui a été publié par Slalom Édition. Et que vous dire, bon, c'est un deuxième tome, donc je ne vais pas vous lire le quatrième de couverture, mais j'avais adoré le premier tome. On est dans une télé-réalité quelque part. Oui, c'était une télé-réalité. Et en fait, dans ce monde-là, il y a toujours un roi en France. Il s'appelle Louis XXII, sauf erreur. Et donc, on n'est plus dans une démocratie, on est toujours sous un règne, voilà, il y a un roi qui règne. Et on va être dans un espèce de concours où les roturières
sont sélectionnés pour séduire des hommes issus de la grande noblesse. Il va se passer 1000 trucs. C'est un livre à 100 à l'heure, avec des complots, avec des trahisons, avec de la violence. Il y a des trigger warnings, donc ça je vous invite, si ça vous intéresse de lire le premier tome, à bien lire les trigger warnings, parce qu'il y a quand même 2-3 scènes qui sont assez hard. Donc voilà, et j'ai vraiment hâte de connaître la suite de cette histoire. La 5e catégorie nous dit une suite de sagas. Donc là, je pouvais mettre 25 000 livres, je pense. Mais j'ai choisi d'essayer de boucler une trilogie que j'ai commencé il y a super longtemps. Et j'ai lu que le premier tome qui a été un immense coup de cœur, et pourtant j'ai pas lu la suite. Il s'agit du tome 2 et 3 de la saga, comment ça s'appelle? Le premier tome c'est The Prison Healer, et ici j'ai les tomes 2 et 3 qui attendent dans ma palle, The Gilded Cage et The Blood Traitor de Lynette Noni, qui sont parus chez la maison d'édition. Je suis vraiment une pive. Hachette Roman. Et voilà, j'avais adoré le premier tome de cette trilogie, et je ne sais pas pourquoi j'ai pas lu la suite. Pourtant, je les ai dans ma palle depuis belle lurette. Ça se termine d'une manière waouh. On est là, waouh, mais quoi? Et puis voilà, j'ai vraiment hâte de la continuer. Je ne vous lis pas les résumés puisque ce sont des suites de sagas, mais je pense que vous l'avez vu pas mal passer parce qu'elle a eu quand même pas mal de succès. Dans cette catégorie des suites de saga, j'ai hésité à mettre La Passe Miroir. J'ai commencé le tome 3 et j'ai décroché en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai décroché. Tout à coup, il y avait trop. C'était trop. On change complètement d'univers et puis trop de magie, trop de... Enfin, je sais pas, je me suis sentie un peu oppressée par... je sais que je vais me faire des ennemis, mais parce qu'il y a énormément de gens qui adorent cette saga, mais... Premier tome, c'était génial, le deuxième tome, c'était très bien, et le troisième tome, je vois que j'ai vraiment du mal à y retourner. Donc, je sais pas, peut-être que je la reprendrai un jour, mais j'ai abandonné voilà, l'idée de l'intégrer dans ce challenge du mois de mai, parce que je pense que ça me ralentirait. Parce que comme j'ai de la peine à y retourner, je lis plus lentement. Et voilà, je me suis dit, je préfère partir dans quelque chose qui me fait vraiment envie, là, dans l'instant T. Et clôturer peut-être une autre saga que La Passe Miroir. Et j'espère revenir à La Passe Miroir un jour. Et puis terminer cette saga également. Maintenant, une catégorie qui m'a bien donné du fil à retordre, avouons-le, parce que c'est pas un style que je lis d'habitude. Donc là, je vais vraiment sortir de ma zone de confort. Parce que cette catégorie nous dit réécriture de contes, légendes, mythologie. Et c'est vraiment pas des genres littéraires que je lis d'habitude. Mais j'ai quand même dégoté un titre dans ma palle. Parce que, à force d'en entendre parler, j'avais trouvé ce livre en boîte à livres et je me suis dit, bon, allez, prends-le. Sait-on jamais, peut-être qu'un jour tu le liras et ça te plaira quand même, donc voilà. Il s'agit de Le Chant d'Achille de Madeline Miller, que j'ai trouvé en boîte à livres, comme je vous disais, dans une édition pocket. Et je pense que j'arrive après tout le monde de nouveau, parce qu'on l'a énormément vu passer. Et ça nous dit, ce ne sont encore que des enfants. Patrocle est aussi chétif et maladroit qu'Achille est solaire, puissant, promis à la gloire des immortels. Mais grandissant côte à côte, un lien se tisse entre ces deux êtres si dissemblables. Quant à l'appel du roi Agamemnon, les jeunes princes se joignent au siège de Troie. La sagesse de l'un et la colère de l'autre pourraient bien faire dévier le cours de la guerre, au risque de faire mentir l'Olympe et ses oracles. Donc voilà, je ne sais pas si c'est fait pour moi, franchement, mais je vais le tenter. Je vais le tenter et je vous redonnerai des nouvelles, bien évidemment. La 7e catégorie nous dit Bitlit Urban Fantasy. Donc là, on est déjà un peu plus dans mon, dans mon panel de genres littéraires qui me plaisent énormément. Et je me suis choisi une relique de ma palle, mais vraiment,
parce que c'est une saga qui date de, je ne sais plus quand, je vais voir s'il y a... Bon, moi j'ai l'édition poche, donc l'édition poche est parue, c'est paru chez Bragelonne en 2009 pour la première fois. Pour la traduction française tout du moins. Et il s'agit du premier tome de Chasseuse de la nuit qui s'intitule Au bord de la tombe de Janienne Frost. On est donc dans de l'urban fantasy et sauf erreur dans de la beat aussi, me semble-t-il, mais je ne suis pas sûre. Mi-humaine, mi-vampire, Catherine Crowfield traque les morts-vivants dans l'espoir de tuer son père, le monstre qui a fichu la vie de sa mère en l'air. Elle est alors capturée par Bones, un vampire chasseur de primes qui lui impose une association contre nature. Il aidera Kate dans sa quête, décidément. Et en échange, ce très sexy prédateur de la nuit fera d'elle une chasseuse aux réflexes aussi acérés que ses crocs. Mais avant de pouvoir jouer les buteuses de démons, Kate est elle-même prise en chasse par une bande de tueurs. Forcée de choisir son camp, elle va vite se rendre compte qu'être une suceuse de sang a ses avantages. Alors, il a très très bonne presse, hein. Enfin c'est une saga qui a très très bonne presse, donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner et si ça va me plaire. Mais ça a l'air d'être quand même un livre où il va y avoir plein d'actions, avec voilà, des vampires, moi j'adore ça. Et voilà, vraiment... j'ai hâte de le découvrir. Je pense que celui-là, il va passer dans mes priorités parce que aussi comme c'est une relique, mais vraiment une relique de ma palle, j'aimerais bien voir ce que ça donne, s'il faut que je me procure la suite. Je ne sais pas combien de tomes il y a, je vous dirai ça, je vous donnerai plus peut-être de détails lorsque je l'aurai lu. Et pour terminer, la 8e catégorie nous dit Dark Fantasy Horreur, et là j'ai également glissé deux livre. Le premier, c'est dans la catégorie horreur. Il s'agit de Carcoma, que j'ai également emprunté à la bibliothèque et qui m'intrigue énormément. Il n'est pas très long, donc je pense que celui-là, il va faire partie des premiers que je vais sortir au mois de mai. Donc je pense que je vais vous en parler assez rapidement. Carcoma nous dit au bord d'un village de Castille, une maison frémissante semble réagir aux moindres faits et gestes de ses habitantes. Porte qui claque, bruit de meubles qu'on traîne, âme défunte qui s'accroche aux mollets et que l'on écrase pour les tenir en respect. 4 générations se succèdent entre ces murs. Dans cette famille, ce ne sont pas les bijoux ou la tendresse que l'on se transmet de mère en fille, mais les rancœurs, la jalousie, la douleur, le carcoma qui ronge, qui ronge, qui ronge. Derrière les apparitions et les sorts jetés, en sourdine se cache une histoire bien réelle et d'une violence inouïe, avec 1000 nuances. Laila Martinez en explore chaque facette et plonge le lecteur dans un récit aussi glaçant que puissant. Donc voilà, c'est donc de Laila Martinez et c'est paru chez Seuil Édition. Et pour le côté dark fantasy, j'y ai glissé un roman qui me fait peur, disons-le. Ça me fait peur parce que c'est une grosse saga. Le premier tome déjà est divisé en 2 parties, c'est vous dire, hein. Et la première partie du premier tome fait passer 850 pages. Et il s'agit du Don de mort, qui est la première partie du premier tome de la Guilde des Ombres, écrite par Anna Triss et que j'ai ici dans une édition pocket. Alors pourquoi je dis que ça me fait un peu peur? C'est parce que je pense que le premier tome, il n'y aura pas de souci. Alors je sais qu'il y a beaucoup de violence d'après ce que j'ai compris dans cette saga. D'ailleurs on est dans de la dark fantasy, on sait où on va, mais il paraît que la deuxième partie du premier tome est pas ouf. Il y a énormément de scènes olé olé et j'ai peur que ça me saoule. Donc on verra, mais je sais aussi d'après les chroniques que j'ai pu lire qu'il faut tenir le coup, voilà, pendant cette deuxième partie du premier tome, parce qu'après dans le deuxième tome, voilà, ça repart de plus belle, c'est un petit peu mieux. Donc voilà, on verra. Je vais déjà tenter de lire cette première partie du premier tome qui s'appelle donc le Don de mort. Et nous sommes tous destinés au baiser de la mort, seuls les dieux sont immortels.
La guilde des ombres règne sur les rues misérables de Clepsydre, je sais pas si ça dit comme ça, la cité des vices. Ça donne tout de suite la température. Hein. Ces assassins elfides, on est avec des elfes, sont le bras armé de la déesse de la mort depuis 5 siècles. En plus de leurs lames affûtées, leurs dons surnaturels font d'eux des tueurs exceptionnels. En ce jour, la guilde des ombres accueille une nouvelle recrue dans ses souterrains. Pour la première fois de l'histoire de Terre-Flamme, une enfant humaine, Panama, est pressentie pour devenir une ombre. Mais si la jeune fille échoue à embrasser cette voie, la mort viendra alors réclamer son dû. Voilà, donc oui, il me tente beaucoup et j'espère juste que, voilà, que j'arriverai à passer outre, si vraiment je vais au bout de ce premier tome, à passer outre la deuxième partie qui apparemment voilà, est un peu pas terrible. Voilà pour cette pioche à lire du mois de mai, mois de la fantaisie. N'hésitez pas à me dire si vous participez en commentaire et à me dire si vous avez également publié une vidéo avec votre pile à lire. Ça m'intéresse d'aller voir ce que vous allez tenter de lire durant ce mois de la fantaisie. Et en attendant de vous retrouver très vite par ici ou ailleurs, je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Salut, bisous.